Donc bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Fini, je suis professeur au Muséum. Je travaille dans l'unité FIMA pour physiologie moléculaire et adaptation et je dirige une équipe qui s'appelle Réponse aux défis environnementaux. Donc on s'intéresse aux polluants chimiques, mais on s'intéresse aussi depuis peu au plastique, donc aux particules plastiques. Et puis on s'intéresse aussi au changement, donc là dans l'écosystème avec les polluants, mais on s'intéresse, et ça c'est plutôt l'autre co-directeur de l'équipe, qui s'intéresse au changement d'écosystème, donc là où on peut avoir justement des modifications au niveau climatique. J'ai fait la liste derrière des choses de l'expertise, mais je fais partie de différents collectifs d'experts, donc à l'ANSES sur les perturbateurs endocriniens, donc ça depuis 2017, où on va évaluer des substances pour leur caractère perturbateur des hormones. Je fais partie d'un groupe qui évalue l'innocuité, la dangerosité des contenants alimentaires. Pardon. Un autre groupe sur les perfluorés, qui est un groupe temporaire. Et ça, c'est dû à tout ce qui a été dit et vu depuis l'année dernière. Et puis, donc là, on évalue 21 substances perfluorées. Un groupe à l'EFSA, donc là où on évalue que les pesticides. Et puis après, il y a différents groupes là sur l'activité plutôt plastique qui ont été plutôt créés, on va dire, entre 2023 et 2024. Et donc, ça fait partie d'une activité très importante, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les traités internationaux sur la gestion du plastique, donc ce qu'on appelle le INC, où on va avoir normalement la 5e réunion qui va se tenir à Busan le fin novembre, et donc pour laquelle la France demande toujours une réduction de 50% de la production de plastique. Sachant que 50% de la réduction de plastique, c'est revenir à quelque chose qui était en 2015. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des perturbateurs endocriniens, un peu, qu'est-ce que c'est, où on les trouve, et je vais vous donner 3 grands exemples qui sont un pesticide, les perfluorés, et aussi quelques infos sur les plastiques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas vraiment faire sans. Nous sommes exposés, nous sommes contaminés. En tout cas, nous avons plus d'une centaine de molécules chimiques dans notre sang, dans notre urine. Donc on est imprégné en fait de vraiment très très faibles doses qui sont considérées comme n'ayant pas d'impact sur notre santé. Sur le graphique que vous voyez là, ce sont la représentation des molécules chimiques qui sont retrouvées chez les femmes enceintes américaines dans leur sang ou leur urine. Et donc vous voyez que chaque barre représente une femme et chaque couleur une catégorie de produits. Donc vous pouvez voir que tout le monde, toutes les femmes, y compris les femmes enceintes, sont imprégnées avec des produits chimiques qui sont des perfluorés, qui sont des parabènes, des phénols, donc des choses qui sont plus ou moins persistantes. Quand on parle de perfluorés ou de PCB, on va avoir des choses qui sont très persistantes dans l'environnement, mais aussi dans nos organismes, tandis que tout ce qui est phénol, normalement, devrait s'éliminer très rapidement. Donc vous voyez, il y a des métaux lourds, il y a plein de choses. Donc on a à peu près tous le même cocktail, mais avec des composés différents. Donc ça va varier là sur une trentaine de femmes. Vous voyez que vous avez entre 30, 25, on va dire 25 molécules chimiques et jusqu'à une quarantaine, sachant qu'il y en avait 50 de recherchées. Okay, donc on cherche ce qu'on trouve. Dans cette étude-là qui date de 2011, on ne regardait peut-être pas autant de molécules que ce qu'on peut faire actuellement. Les voies d'exposition sont assez classiques. L'alimentation est la voie numéro 1. Vous avez l'air que vous respirez et aussi l'eau que vous buvez. Puis après, vous avez le sol dans lequel vous cultivez l'alimentation. Vous pouvez avoir une contamination de l'aliment parce que vous mettez des entrants dessus. Vous avez une pollution aussi qui peut être bactérienne, mais là, j'en parle pas. Mais surtout, vous avez aussi on va dire la cyclicité, le recyclage de nos molécules, c'est-à-dire qu'on peut très bien générer nous-mêmes des déchets qui vont se retrouver après dans ce que nous mangeons, ou ce que nous buvons d'ailleurs. Le système endocrinien, c'est vraiment un synonyme des hormones. On pense souvent hormones de la reproduction.
On pense souvent à la puberté, mais en fait, les hormones ont des rôles particuliers et elles sont beaucoup plus que deux, que la testostérone et les œstrogènes. Vous en avez une cinquantaine. Donc, vous voyez les hormones comme des messagers chimiques. Ce sont des informations qui vont être véhiculées d'un endroit A à un endroit B dans votre corps. Sachant que donc, vous pouvez avoir des brouilleurs de cette information qui sont les perturbateurs endocriniens. Donc là, vous voyez, par exemple, il y a deux chefs d'orchestre qui vont gérer à peu près toutes les hormones du corps. Ce sont l'hypothalamus et l'hypophyse au niveau du cerveau. Je ne sais pas si vous voyez Ah oui, on peut faire comme ça. Donc ici, hypothalamus, hypophyse, où vous avez un nombre certain d'hormones, de pro-hormones qui vont être synthétisées et qui vont permettre de réguler l'axe de la reproduction, l'axe de la thyroïde, l'axe du métabolisme, l'axe du stress, etc. Donc les glandes qui vont générer ces hormones-là, donc les hormones du stress sont plutôt sur les surrénales. Vous avez tout ce qui va être reproduction, donc ce sont les ovaires et les testicules. Vous avez aussi la thyroïde qui va vous aider à réguler votre température et votre humeur pendant votre vie d'adulte, mais qui va vous permettre de développer correctement votre cerveau en tant que bébé ou enfant. Vous avez des organes qui involuent, le thymus, qui va permettre une maturation du système immunitaire, mais ça va involuer avec l'âge. Et puis après, vous avez aussi des tissus ou des organes qui n'étaient pas forcément connus, parce que ce ne sont pas des organes que endocrines, ils ne vont pas faire que produire des hormones. Donc le tissu adipeux, par exemple, produit de la leptine, qui est une hormone coupe-faim, qui a été découverte en 1994. Donc c'est relativement jeune. Et vous avez aussi tout ce qui est gréline. Donc ça, c'est plutôt produit par l'estomac. Et ça, c'est l'hormone qui va vous donner faim, en fait, qui va générer au niveau central, au niveau de votre cerveau, cette appétence que vous avez quand vous avez faim. Et puis le reste... Oui, après, vous connaissez aussi l'insuline qui va être produite par certaines cellules du pancréas et d'autres cellules vont produire le glucagon. Alors, moi, on s'intéresse particulièrement aux hormones thyroïdiennes dans l'unité. Et ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que tous les vertébrés ont les mêmes hormones. À part les hormones du stress qui peuvent légèrement différer, cortisol, corticostérone. Sinon, toutes les autres, ce sont les mêmes. Donc, on a cette... particularité entre vertébrés d'avoir vraiment ces messagers chimiques qui sont conservés. Donc si on fait l'analogie qui est courante de faire que le messager c'est la clé et le récepteur ou la protéine c'est la serrure, eh bien toutes les serrures peuvent changer mais en fait on a tous les mêmes clés. Donc c'est un peu bizarre. Les fonctions vont être différentes et donc c'est ce qu'on voit ici. En fait, on a tous un pic en hormones thyroïdiennes pendant notre vie. Alors nous, en tant qu'humains, c'est 3 jours après la naissance, on a un pic. On a souvent cru que c'était pour gérer notre thermogénèse. On était à 37 degrés bien au chaud, on sort, on a besoin de faire notre pic. Donc les hormones thyroïdiennes nous auraient aidé à faire ça. En vérité, ce n'est pas vrai puisque d'autres vertébrés qui sont aussi dans le ventre de leur mère peuvent faire le pic avant la naissance, donc juste avant, par exemple pour les brebis, ou bien après, comme les souris, 15 jours après. Mais c'est à peu près toujours au moment de la naissance pour les ovipares. Et puis, pour d'autres organismes qui vont être plutôt, comme là, je vous montre le poisson clown, le poisson chirurgien ou bien la grenouille, eh bien, le poisson clown, c'est le nombre de bandes blanches qu'il va y avoir sur leur flanc. Ça va être déterminé par un pic en hormones thyroïdiennes. La maturation du poisson chirurgien aussi. Et donc ça, j'y reviendrai juste après, mais ce sont des choses qu'on a découvertes il y a maximum 5 ans. Donc en fait, il y a 5 ans, on ne savait pas que les hormones thyroïdiennes avaient cette fonction-là chez ces espèces-là. Donc on ne connaît pas encore tous les rôles de toutes les hormones chez toutes les espèces. Et chez l'amphibien, donc c'est un pic en hormones thyroïdiennes qui permet la métamorphose du tétard. Donc c'est assez majestueux, assez particulier, puisque là on va avoir l'apparition de pattes, on va avoir la disparition de la queue, on va changer donc une respiration par branchie avec une respiration avec des poumons. Donc on a vraiment quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Et donc le fait que l'hormone thyroïdienne
soit l'hormone de la métamorphose a été découvert en 1977 au Muséum. C'est un des papiers écrits en français qui est le plus cité au monde. Personne ne l'a lu à mon avis, il n'y a qu'un tableau dedans avec juste des valeurs, mais c'est écrit en français par Leloup et Buscaglia, et donc c'est la référence. Et ensuite, vous avez donc la maturation du système nerveux chez les mammifères, comme je vous l'ai déjà dit. Donc ce qui est intéressant aussi, d'un point de vue chimique, c'est que vous avez un atome d'iode, donc c'est un halogène. C'est la seule molécule iodée, qui comporte un halogène qui est synthétisé, qui est nécessaire au développement. Donc ça fait 450 millions d'années qu'on se partage donc cette hormone, et il n'y a pas de gène des hormones thyroïdiennes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas synthétiser à partir d'un gène une hormone thyroïdienne. Il vous faut plusieurs acteurs protéiques, et il vous faut surtout de l'iode qui vient de l'alimentation. Donc on peut avoir une carence en iode, c'est ce qui se passe chez les enfants qui sont crétins. On a un manque total d'iode pendant la grossesse. Les enfants naissent avec une hypothyroïdie, ça ne se voit pas. Et puis ils se développent petit à petit, mais ils n'ont toujours pas d'iode. Et en fait, ils deviennent crétins, c'est-à-dire qu'ils restent tout petits. Donc il y a des régulations croisées avec l'hormone de croissance. Donc ils restent petits, ils ont un QI qui est assez faible. Donc c'est pour ça que tous les enfants des maternités on vérifie, on prend 5 gouttes de sang et on va vérifier s'il y a bien eu le pic en hormones thyroïdiennes. S'il n'y en a pas, on vous appelle, on vous dit il va falloir donner des hormones thyroïdiennes. Et c'est aussi pour ça que vous avez de l'iode dans le sel, parce qu'on s'est rendu compte que, si vous avez lu Tintin, peut-être vous avez vu, Crétin des Alpes, que dit le capitaine Haddock, eh bien en fait ça vient du fait qu'il y avait plus de crétins en fait, dans les montagnes. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient loin de sources iodées, et du coup il n'y avait pas forcément d'acheminement de produits iodés. Donc pour éviter ces manques-là, et surtout pendant la grossesse, eh bien, on a supplémenté un aliment qui était utilisé par tout le monde et en quantité suffisante tous les jours, le sel. Dans d'autres pays, ça peut être le pain. Chez nous, ce n'est pas obligatoire. Dans certains pays d'Amérique du Sud, c'est obligatoire. Donc là, je ne reviens pas, on ne connaît pas tous les rôles. Vous avez compris qu'on peut avoir un nombre de bandes qui varie en fonction de la concentration en hormones thyroïdiennes. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Ici, on ne met que du solvant, il n'y a aucune bande. Ici, on met une dose qui est croissante, et plus ça va, et vous pouvez aller jusqu'à 3 bandes sur le côté du poisson clown. C'est intéressant parce que c'est un signe qui va leur permettre de faire des communautés. Donc c'est un organe de reconnaissance et aussi quelque chose qui va être communautaire. Et puis, une de nos collègues au muséum a montré qu'on avait un rôle aussi sur les cellules souches. Des cellules souches qu'on pensait plutôt dormantes. En fait, si vous mettez des hormones dessus, elles vont plutôt se différencier en neurones. Si vous empêchez l'hormone d'arriver, vous allez plutôt faire ce qui va être la gaine enveloppante du neurone, la myéline. Pareil, on a découvert des acteurs protéiques, donc des transporteurs des hormones au niveau des membranes des cellules. Donc, si vous avez encore quelques souvenirs, vous vous souvenez que vous avez une membrane plasmatique et dedans vous avez un noyau qui a aussi une membrane. Et on pensait que les hormones thyroïdiennes, comme les stéroïdes d'ailleurs, comme ce sont des hormones qui sont plutôt lipophiles, peuvent passer à travers les membranes. Sauf que ce n'est pas du tout vrai. Enfin, en tout cas pour les hormones thyroïdiennes, on a découvert en 2004, donc là encore c'est relativement récent, qu'il y avait des transporteurs spécifiques de ces hormones au niveau des membranes. Donc MCT8 et OATP. Et puis on a découvert que tous ces acteurs-là, on a pensé pendant très longtemps que le fœtus et l'embryon ne devaient absolument pas avoir d'hormones thyroïdiennes parce qu'on avait vu qu'on avait une enzyme de dégradation assez présente dans le placenta. Sauf que c'est pas qu'il n'en faut pas, c'est qu'il en faut vraiment la bonne quantité au bon moment, et donc on a quelque chose qui est extrêmement fin. Et ça, on s'en est rendu compte depuis 2019-2020. Là, vous avez la courbe de QI des enfants à 8 ans et en relation avec la quantité d'hormones thyroïdiennes qui est regardée dans le sang des mères pendant la grossesse, donc à 10 semaines de grossesse. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, il n'en faut pas trop, il n'en faut pas trop peu. C'est un peu comme boucle d'or, hein, ni trop chaud, ni trop froid. C'est la bonne quantité au bon moment. Vous avez besoin, donc c'est vraiment une question d'équilibre, il faut que la mère ait la bonne quantité au bon moment. Sinon, vous avez en moyenne 3 à 4 points de QI en moins chez l'enfant à 8 ans.
Et ça se joue pendant la grossesse. C'est une corrélation, hein, mais ça a été montré aussi par d'autres collègues. Alors on parle de quoi? Au niveau du terme de perturbateurs endocriniens, en fait, on estime, et la liste que nous avons créée avec l'ANSES en 2021 montre qu'on a 906 substances qui sont potentiellement des perturbateurs endocriniens. Il faut voir ça en regard des 60 000 substances qui sont sur le marché. Il y en a à peu près 100 000 des substances, il y en a 60 000 qui sont vraiment sur le marché. On en a 6 000 qui sont très utilisées. Et donc parmi ces 6 000, vous en avez à peu près 1 000 qui sont suspectés de perturber les hormones. Donc dans toutes les catégories de produits que vous avez, que ce soit l'ameublement, l'électronique, qu'est-ce qu'on a d'autre, les conservateurs, les cosmétiques, les aliments et bien sûr les médicaments, mais ça c'est un peu différent. Alors ça a été découvert en 91 à la conférence de Wingspread. Cette conférence a été initiée par Theodora Colborn, donc la zoologiste que vous voyez là, qui avait vu et avait lu dans la littérature scientifique que de plus en plus de problèmes de reproduction avaient été décrits dans la nature. On avait eu un problème de micropénis chez les alligators dans des lacs en Floride. Il y avait des ours polaires qui n'arrivaient plus à se reproduire. Il y avait eu aussi l'épisode que je vais vous rappeler tout à l'heure avec le pesticide DDT qui avait fragilisé la coquille des oiseaux. Et puis il y avait aussi chez l'homme un médicament qui avait été donné dans les années 70 en France, mais un petit peu avant aux États-Unis, qui a été donné à la mère pour éviter les fausses couches. Et puis finalement, en fait, c'était vraiment, là pour le coup, pas du tout justifié. C'était un médicament, pour vous expliquer pourquoi il a été donné. Avant une fausse couche, il y a une chute des niveaux d'œstrogène. Et donc les médecins qui avaient vu ces niveaux hormonaux-là, qui s'appelaient Smith et Smith, s'était dit si on donne quelque chose qui ressemble aux œstrogènes, on va éviter les fausses couches parce qu'on évitera cette chute en œstrogènes. Sauf que finalement cette chute c'était pas la cause de la fausse couche, mais c'était déjà la fausse couche qui était enclenchée. Donc ça ne servait à rien. On n'avait pas plus, en tout cas pas moins de fausses couches quand on prenait ce médicament, mais par contre les enfants qui naissaient après ont eu des gros problèmes de développement. Donc les filles ont eu des utérus qui pouvaient être bicornes, donc des gros problèmes d'infertilité. Donc c'est ce qu'on appelle les filles d'Istilben, mais en fait les garçons aussi sont touchés, c'est-à-dire que les garçons pouvaient avoir une mauvaise descente des testicules dans le scrotum, avaient aussi des hypospadias. Les hypospadias, donc c'est une mauvaise fermeture du tube de l'urètre pour faire pipi, donc vous pouvez avoir plusieurs petits points. C'est devenu une opération extrêmement courante désormais chez les pédiatres. Et donc la question est de savoir est-ce que c'est l'environnement qui a fait que cette opération-là, qui était plutôt peu courante avant, est devenue courante. Donc voilà, donc la mauvaise utilisation, donc elle a fait venir aussi ces médecins à la conférence de Wingspread pour discuter de ce cas d'Istilben et le fait que des molécules pouvaient peut-être perturber les hormones et être justement transmises d'une génération à l'autre, parce que la mère enceinte qui avait pris le produit, elle avait rien du tout. C'était vraiment que sur les enfants. Et on sait désormais qu'il y a la 3e génération des enfants qui ont aussi des problèmes et qui ont des choses qui sont différentes de la grand-mère. Je vais vous citer un exemple. Ils étaient 20 toxicologues, chercheurs, mais je vais vous parler des plastiques. Anna Soto, qui est une chercheuse qui travaille toujours, qui est à Boston, qui a montré, donc elle travaillait sur le cancer du sein à l'époque, et elle a montré qu'un composé du plastique en fait pouvait induire la prolifération, donc la multiplication des cellules cancéreuses humaines. Donc ici vous avez son test, en fait, c'était de regarder des médicaments pour empêcher la prolifération de ces cellules cancéreuses. Donc l'idée c'était j'ai un puits où je mets mes cellules, et je rajoute de l'hormone, comme ça elles prolifèrent. Donc ça c'était normal. Et puis après j'ai un autre puits où je mets mes hormones et puis je mets mon produit chimique, mon médicament, pour vérifier que j'ai bien empêchement de la prolifération. Du jour au lendemain, elle a eu autant de prolifération dans les puits où elle avait mis de l'hormone que dans les puits où elle n'avait pas mis d'hormone.
Donc là, elle s'est posé la question, est-ce qu'on a saboté mon travail? Est-ce que j'ai contaminé partout avec de l'hormone? Donc ils ont tout racheté, ils ont essayé de voir. Ça leur a pris à peu près 6 mois pour identifier que non, en fait, il n'y avait pas de problème. Ils avaient vraiment tout checké double fois et ils pouvaient être sûrs qu'ils avaient autant de prolifération, ils n'arrivaient plus à avoir un niveau de base sans prolifération. Jusqu'au moment où ils ont vu que sur les tubes, ils mettaient du milieu de culture dans des tubes, et sur ce capuchon de ces tubes, en fait, avant ils étaient incurvés et ils sont devenus plats. Ils ont vérifié, c'était le même numéro de commande, c'était exactement la même référence, donc ils ont appelé le fournisseur, Corning. Vous avez changé la formulation de vos tubes? Oui, mais on ne vous dira pas ce qu'on a mis, parce que c'est fait pour justement éviter les contacts entre le milieu et puis le plastique, donc ce que vous dites, c'est du n'importe quoi, ça ne peut pas être nous. Bon, finalement, elle a découpé les plastiques, elle a fait identifier que c'était du nonylphénol, donc c'est un peu la couche que quand vous passez la serpillière chez vous, vous avez une petite couche brillante, c'est ça, c'est un revêtement, un anti... c'est un nom, mais un surfactant, voilà, qui est mis. Donc c'est pas lié de façon covalente au tube plastique, mais du coup ça peut interagir et ça mime l'hormone. Donc c'est à des très faibles doses. Vous avez les doses qui sont... mais ici vous êtes à 30 picomoles, donc c'est du 10-12, c'est du millième de milliardième par rapport à... Donc c'est vraiment des concentrations qui sont considérées comme négligeables. Et bien avec ça, vous aviez donc une prolifération. Donc là, vous avez le test qu'elle a refait après, en 91, où elle a pris un tube d'une autre marque. Donc là, elle regarde sans hormones, pas de prolifération, je mets de l'hormone, j'ai de la prolifération. Là, elle prend le tube non modifié de Corning, parce qu'il lui en restait, des tubes incurvés, enfin avec le bouchon incurvé, pas de prolifération, et le tube incurvé. Le tube plat, pardon, où là, même sans mettre de l'hormone, en fait, elle avait une prolifération avec ses cellules. Donc uniquement due à du nonylphénol, qui est maintenant utilisé dans les expériences comme contrôle positif pour les œstrogènes, quoi. Donc à la suite de cette conférence-là, il y a eu une définition qui a été remaniée un petit peu par l'OMS en 2002, ça c'est la définition officielle, donc qui est qu'un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange de substances qui va perturber finalement le bon fonctionnement des hormones du système endocrinien et qui va induire un effet néfaste sur lui-même ou sur sa progéniture. Okay, donc on a cette idée de transmission qui est due à ce médicament dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette transmission, en fait, c'est le concept de DOAD. Donc c'est Barker qui avait émis cette hypothèse-là dans les années 80. Donc l'idée que, en fait, des événements qui sont préconceptuels, enfin pas préconceptuels, prénataux, pendant le développement embryonnaire. Enfin, ceci dit, il y a aussi des hypothèses qui pourraient dire que ça vient de la mère et du père avant la conception, mais bon, là on n'y est pas. On dit que ce sont des événements qui arrivent pendant le développement et qui vont façonner en fait le futur être vivant. Donc on a des périodes de susceptibilité à ces perturbateurs hormonaux et la période donc des 1000 premiers jours, donc de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, est une période très très forte de susceptibilité. Pourquoi ? Parce que toutes les hormones vont avoir des rôles pour faire proliférer les cellules, mettre en place en fait les organes et la communication entre les organes. Je vous donne un exemple. Si vous avez un référentiel pour votre métabolisme de base qui est trop bas, vous allez prendre du poids parce que vous n'allez juste pas griller assez de calories en ne faisant rien par rapport à quelqu'un qui va avoir un métabolisme plus haut. Bon voilà, c'est comme si vous aviez une chaudière qui tournait à bas régime, en fait vous n'allez pas réussir à chauffer assez fort. Donc si ce référentiel-là il est mal fait depuis le début, en fait vous l'avez pour la vie. Okay, donc ça peut modifier ce genre de choses. Pareil, ce que je vous disais tout à l'heure avec le QI, quand on voit les enfants qui sont hypothyroïdiens tout de suite, vous leur donnez de l'hormone, on arrive à récupérer un QI qui est tout à fait normal. Si vous attendez 6 ans, 7 ans, 10 ans, après ça ne sert plus à rien. Vous donnez de l'hormone thyroïdienne à un crétin qui est déjà crétin, eh bien ça ne sert plus à rien. Il ne grandira pas. Et ça sera même néfaste pour lui parce que en fait, les hormones vont avoir des rôles sur son cœur et lui faire avoir de la tachycardie. On a identifié, et tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a une deuxième période de susceptibilité à ces produits-là, donc aux hormones et aux produits qui peuvent empêcher leur action, c'est pendant la puberté bien sûr.
Et après, on peut avoir, au cours de notre vie, des effets de ces hormones, mais souvent, on considère que quand on est bien fait et qu'on a un foie qui fonctionne plutôt bien, en fait, on est plutôt tranquille. Dernier concept, avant de passer aux exemples, c'est l'idée des mélanges. En fait, on a, comme je vous l'ai dit, on est exposé à plein de molécules chimiques. L'évaluation du risque qui est faite par les agences sanitaires, elles ne sont faites que substance par substance. Donc vous avez un seuil légal pour des substances chimiques qui peuvent avoir toutes le même effet. C'est-à-dire qu'on va avoir, donc c'est illustré ici, vous avez ici 6 produits chimiques qui sont tout en dessous du seuil légal, il n'y a pas de souci. Mais par contre, finalement, vous êtes exposé aux 6 en même temps et elles ont toutes le même effet, qui se cumulent. Donc là, on ne parle même pas de synergie, on parle juste d'un effet cumulatif. Et bien donc, vous avez un effet sanitaire, finalement, qui est dépassé quand vous considérez juste que ces 6 molécules-là ont le même effet et qu'ils s'additionnent. Et puis vous avez, dans ce même concept, finalement, le fait que nous ne sommes pas exposés qu'à des produits chimiques qui s'accumulent. Vous pouvez en avoir de différentes sortes qui viennent de différentes origines. Donc vous avez des jouets, vous avez des revêtements, vous allez avoir des retardateurs de flamme, donc des produits chimiques qui peuvent avoir des effets antagonistes, agonistes, mais du coup, la résultante de tout ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une synergie? On ne sait pas. Donc, voilà. Donc on sait juste que l'évaluation des produits chimiques en mélange, en fait, n'est pas faite et qu'on ne tient pas assez compte dans l'évaluation de ces effets combinés. Donc voilà, juste le concept. Les perturbateurs endocriniens, il y en a à peu près 1000. Ce ne sont pas des molécules qu'on peut identifier juste sur la base de la structure. Donc vous en avez à peu près partout. Vous en avez parmi les pesticides, vous en avez parmi les cosmétiques. On n'a pas de dose-réponse systématique, ça je ne vous l'ai pas montré, mais on peut avoir des effets faible dose. C'est la fameuse théorie du ninja, mais je ne reviendrai pas forcément dessus. Si vous voulez, on en parlera plus tard. L'effet synergique, qui veut montrer que là, on peut avoir 1 + 1 = 10. Donc ça a été un concept pendant très longtemps, mais il faut quand même dire ce qui est. C'est une équipe française en 2015 qui a montré que ce concept était réel, c'est-à-dire que 2 molécules pouvaient rentrer en même temps dans la poche. Donc, si vous voulez, à la place de la serrure, vous avez 2 molécules qui font exactement la serrure. Donc ça a été montré par une équipe montpelliéraine. Et puis, vous avez le moment d'exposition, donc ça, vous avez compris, le concept de DOAD. Depuis 2016, la Commission européenne a donné des critères pour évaluer et identifier des produits chimiques. Donc elle a dit que si on arrivait à montrer qu'une molécule chimique donnait une maladie, c'est ce qu'on appelle un effet délétère, donc on a une exposition avec une molécule chimique qui donne cet effet délétère et des preuves, ou en tout cas des suspicions de preuves dans la littérature scientifique qui permettaient de montrer un lien entre ces 2 événements-là, on pouvait identifier ça comme un perturbateur endocrinien. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais quand vous considérez un produit cancérogène, vous ne regardez pas le mode d'action. Vous ne savez pas comment, si la molécule. Vous êtes exposé à une molécule, vous faites le lien et une association avec le fait qu'il y a un développement de cancer, c'est un cancérogène. Là, un perturbateur endocrinien, il y a tellement de maladies qui peuvent être associées, puisqu'en fait, ce sont toutes les maladies qui sont hormonodépendantes. Donc ça peut être un diabète, ça peut être, comme je vous l'ai dit, des effets neurologiques. Donc il y a une diversité qui est telle qu'on a rajouté ce critère de plausibilité du mode d'action. Donc, ce qui veut dire que pour montrer une activité, donc là j'ai mis EATS parce qu'en fait on ne s'intéresse que aux œstrogènes, aux androgènes, à la thyroïde et aux stéroïdes non sexuels, donc tout ce qui est glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes. Donc les hormones pour l'instant, qui sont des obésogènes par exemple, ou la leptine, tout ça on ne regarde pas. C'est un des gros trous dans la raquette de la législation européenne. Et puis, donc vous avez tout ce qui va être 1 et 2 qui va plutôt se faire en laboratoire et le lien entre 1 et 3 qui est de l'épidémiologie. Donc là, on va regarder dans des cohortes humaines s'il y a des maladies et si elles sont associées avec une surexposition à certains produits. Au niveau de la législation, alors ça date de 2019, c'est le rapport de Barbara Demenex qui était notre ancienne directrice de département et de notre labo.
et Rémi Slama, qui est épidémiologiste et qui est à Grenoble et qui travaille sur la qualité de l'air. Donc ils ont écrit ce rapport pour le Parlement européen en 2019. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire que depuis 2019, ils avaient montré qu'on avait finalement une définition qui avait été donnée en 2016 par la Commission européenne et qui était valable pour alors, ce qu'ils appellent les Plant Protection Products, c'est ce qu'on appelle nous aussi, de façon un peu hypocrite, les phytosanitaires, on peut appeler ça pesticides aussi, et puis vous avez les biocides, donc vous avez une définition, vous avez un document guide. Ça, le document guide, il a été écrit par l'ECHA et l'EFSA, donc l'ECHA c'est l'agence des produits chimiques européenne, qui est basée à Helsinki. Et puis vous avez l'EFSA, qui est l'autorité de la sécurité alimentaire européenne, qui est basée à Parme, en Italie. Et donc ces deux agences-là ont coécrit un guide d'identification, donc avec une sorte de marche à suivre en fait, pour identifier. Mais par contre, ça marche que pour les biocides et les pesticides. Donc ça veut dire que depuis, en fait, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui va être en contact avec les aliments, les additifs que vous allez rajouter dans les aliments, tout ce qui est dans les jouets, tout ce qui est dans les médicaments, enfin les médicaments ils ont une législation à part, mais on va dire que globalement vous n'avez pas d'évaluation des produits chimiques avant la mise sur le marché, si c'est pour le critère perturbateur endocrinien. Ils vont être testés pour leur toxicité, ne vous inquiétez pas. On ne met pas n'importe quoi sur le marché, mais ça reste des évaluations et des tests qui étaient faits dans les années 80. C'est-à-dire que toutes les nouvelles connaissances qu'on a accumulées depuis les années 90, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose quand on veut imposer en fait, des choses à mettre sur le marché. Donc ça peut se faire en rétroactif. C'est ce qu'on appelle, vous voyez, REACH Chemicals. En fait, il y a une loi qui s'appelle le REACH depuis 2006 qui est appliquée, qui dit aux industriels, si vous produisez au-delà de 1000 tonnes, vous êtes obligé de déclarer et de faire des tests supplémentaires. Dans ces tests-là, on peut imposer des tests pour la perturbation des hormones. Okay, eh bien, vous pouvez comprendre que beaucoup d'industriels vont produire et déclarer qu'ils ont 970 kilos, et pas, c'est 1 tonne, pardon, j'ai dit 1000 tonnes, je me suis trompé, c'est 1 tonne. Donc au-delà d'1 tonne, on doit déclarer, et donc beaucoup vont par exemple pour le CBD là, ou CDB, je sais plus, apparemment ce qui est assez courant, c'est de créer plein de petites sociétés. Il y a un gros producteur, mais qui va le faire s'écouler par X sociétés, et elles vont toutes déclarer 970 kilos, et comme ça, ils n'ont pas de test complémentaire à faire. Voilà. Au niveau des effets sur la santé, ce qui nous intéresse, enfin pas que, mais en tout cas chez l'homme, vous voyez, on a eu un rapport qui a été fait par Santé publique France en 2021 qui a évalué les items de santé pour lesquels on avait des preuves qui étaient irréfutables, donc endométriose par exemple. Vous avez aussi l'hypospadia, dont je vous parlais tout à l'heure, l'altération de la qualité du sperme. On sait que quand on est exposé à certains produits chimiques, on a une baisse de la qualité, donc ça veut dire la quantité, mais aussi la mobilité. Vous avez cancer du sein, de la prostate et diminution des points de QI. Donc ça, c'est relativement bien admis qu'il y a une association entre certains produits chimiques et ces items-là. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels, en fait, on a des doutes. Diabète de type 2, est-ce que c'est uniquement dû à ça ou il y a d'autres paramètres qui sont plutôt confondants? L'obésité, les troubles autistiques. Vous avez aussi les niveaux de preuve insuffisants. Le problème de déminéralisation des dents. Je ne sais pas combien d'entre vous ont le MIH, mais c'est à peu près 15% de la population désormais. Donc c'est, si vous discutez avec votre dentiste, quelque chose qui est en pleine explosion. Et on a des équipes françaises qui ont montré qu'on avait un lien direct entre l'exposition à certains produits chimiques et le fait d'avoir les dents déminéralisées. Donc bisphénol A, phtalate, donc plastifiant, sont des produits qui peuvent déminéraliser les dents. Et ça ne marche pas que sur les dents des hommes, il y a aussi les dents des souris. Sachant que vos dents définitives, elles sont en train de se former, et les bourgeons sont faits pendant les 3 dernières semaines in utero. Donc c'est pas, les bourgeons sont déjà faits finalement. Donc si vous donnez, ce qu'on savait avant, c'est que si vous donnez de la tétracycline ou des antibiotiques très très forts à des enfants quand ils n'ont pas encore leurs dents, donc entre 0 et 2 ans, il y a de très grands risques qu'ils aient les dents déminéralisées. Mais du coup, ça marche aussi avec des produits chimiques. Donc 3 semaines avant la naissance jusqu'aux 2 ans, eh bien, si vous êtes exposé à des produits chimiques, ça peut impacter vos dents.
Je vais accélérer un peu. Donc, premier exemple, les pesticides. On a Rachel Carlson qui a écrit ce livre, Silent Spring, en 1962. Elle ne parlait pas de perturbateurs endocriniens. Elle a juste montré que depuis qu'il y avait eu l'épandage du DDT dans la nature, en fait, il y avait beaucoup moins d'oiseaux qui chantaient, donc printemps silencieux. Et en fait, c'était en effet ce produit DDT qui avait fragilisé la coquille des œufs, et c'était les œufs de l'aigle pygargue qui est l'emblème des États-Unis. Donc ça a fait un grand bruit aux États-Unis et ça a été interdit quasiment tout de suite. En tout cas pour cet usage d'épandage. Donc le DDT c'était utilisé, pardon je ne l'ai pas dit, mais pour éviter la transmission du palu par les moustiques. Donc en fait c'était très efficace, c'était un anti-moustique qui est toujours utilisé par dérogation sur certaines îles, même si ça fait partie des produits qu'il faut absolument bannir puisque c'est extrêmement persistant. Nous avons tous à l'heure actuelle des traces du métabolite de ce pesticide, alors même qu'il a été interdit en 1971. Enfin, en tout cas, en Europe, c'est 78. Il y a eu une association, donc études épidémiologiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que le DDT, finalement, impacte ou donne plus de cancer chez les gens qui ont été exposés? Donc là, on regarde, c'est ce qu'on fait. On va suivre les individus du moment où ils ont été exposés ou tout de suite après. Donc c'est ce qu'on appelle la F0. Et donc en haut, 60-98, pas d'association. Par contre, chez les enfants, donc eux qui étaient dans le ventre de leur mère et qui ont été exposés à peu près au même moment, eh bien, il y a un doublement du cancer du sein chez les femmes avec les quantités de DDT qui étaient retrouvées chez la mère. Je vais vous donner un exemple global d'un pesticide parce que je trouve que c'est vraiment assez parlant. Finalement, quand on pense One Health, on pense santé animale, on pense santé humaine, on pense santé de l'environnement, mais c'est difficile de montrer que tout vraiment communique. Donc là, on a le chlorpyrifos, qui est un pesticide organochloré, qui a été utilisé pendant très longtemps sur les épinards, sur les céréales, donc jusqu'en 2020 ou 2021 dans l'Union européenne et jusqu'en 2022 aux États-Unis. Il était connu, en tout cas décrit, chez des humains qui vivaient à côté des orangeries en Floride, qu'on avait des diminutions de points de QI et des enfants qui étaient quand même plus atteints de syndrome autistique quand ils étaient près en fait, de ces orangeries. Donc ça, c'est les travaux de Virginia Rowe, qui a publié ça plusieurs fois. Donc là, vous aviez dans ce premier article-là, CPF, c'est chlorpyrifos, mais l'exposition au chlorpyrifos qui va engendrer des tremblements, qui va engendrer une modification de la structure du cerveau et qui va engendrer des troubles autistiques. Vous avez une utilisation de ce chlorpyrifos et puis une exposition avant la naissance chez des souris. Donc on mime cette exposition et là on arrive à des souris qui ont des syndromes autistiques. Et puis on a notre expérience à nous donc ça c'est chez l'humain on va dire. Sabrina Krief, que vous devez connaître, un primatologue du muséum, qui s'intéresse aux populations de chimpanzés et de babouins en Ouganda, donc en Afrique, où vous avez la réserve de Sebitoli, donc le parc de Kibale qui est là. Vous avez donc une contrainte qui est protégée, enfin une région pardon qui est protégée. Vous avez la route qui passe au milieu là. Et puis donc elle se rend compte que de plus en plus de problèmes de reproduction, là pour le coup, ont lieu chez ces chimpanzés. En fait, il y a des femelles qui n'arrivent pas à cycler. Elle ne peut pas faire de prélèvement, mais elle le voit, elle a l'habitude. Et elle me dit, avec Barbara, elle nous dit, on a par contre des choses qui sont cultivées tout de suite dans le nord du parc. Là, on a du maïs d'un côté et du thé bio de l'autre. Et elle dit, je suis sûr qu'il y a des intrants chimiques qui sont utilisés et j'aimerais bien voir si finalement on n'a pas une perturbation des hormones de nos chimpanzés. Donc ça, on ne pouvait pas le faire, mais on pouvait le faire indirectement. En tout cas, en dosant les items, donc le maïs, le thé, le sol, l'eau, et puis en regardant ce que ça pouvait faire sur des animaux sentinelles. Donc nous, ce qu'on sait faire au laboratoire. Donc là, vous voyez, ce qu'elle avait vu, c'était des fentes labiales, des narines qui étaient réduites, des déformations de membres et des problèmes de reproduction. Elle a fait donc détecter et doser par des labos chimiques 3 types de produits chimiques.
le DDT, donc interdit depuis les années 70, hein, le chlorpyrifos, qui était encore en usage à l'époque, et puis l'imidaclopride. Donc l'imidaclopride, c'est un néonicotinoïde qui est utilisé sur le Red Maize de Monsanto, donc c'est ce que vous voyez là. En fait, c'est des grains qui sont enrobés, qui sont rouges, et vous mettez ça, et en fait, ça fait un plant de maïs. Ça fait un plant de maïs qui est non fertile. Donc du coup, ça veut dire que vous êtes obligé d'en racheter tout le temps. Donc ça, donc c'est normal que quand vous prenez, vous prenez ces grains de maïs là, il y a de l'imidaclopride, puisque c'est vendu comme ça. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que vous retrouviez cet imidaclopride après dans la chair du poisson qui était dans la rivière. Donc ce que vous voyez, c'est que vous trouvez du DDT dans les plantes, vous en trouvez aussi dans le poisson. Vous trouvez du chlorpyrifos dans les plantes et dans le poisson. Et donc vous voyez que dans le poisson, qui est dans le territoire aussi des chimpanzés, on a ces produits chimiques. Donc nous, on s'est posé la question de savoir quel est le problème, ce qu'on a vu, malformation labiale et puis absence de fente, c'est souvent l'acide rétinoïque, mais on pouvait aussi émettre l'hypothèse que c'était la thyroïde. Donc on a utilisé un test qu'on a développé au laboratoire en 2007, qu'on a validé, maintenant c'est utilisé au niveau réglementaire par l'OCDE. Le principe du test, il est simple. On met dans des plaques 6 puits des têtards qui s'allument quand on met de l'hormone dans l'eau. Donc ce que vous voyez, c'est que voilà, le principe du test, il est là. Vous avez des têtards qui sont pris là en photo sur le dos, hein. Vous voyez la fluorescence verte. Le jaune, ça ne nous intéresse pas, c'est le jaune d'œuf, c'est pas spécifique. Vous mettrez de l'hormone dans l'eau, vous avez une grande production de protéines fluorescentes vertes, hein, donc la GFP. Et puis, quand vous mettez la même quantité d'hormones, mais un produit chimique, vous pouvez voir s'il y a une interférence. Si vous voyez moins de fluorescence, c'est que ça empêche l'action. Si vous voyez plus de fluorescence, c'est que vous avez une action qui se cumule. Et ce qu'on a vu avec le chlorpyrifos, c'est que ça se cumulait. On l'a vu quand on met, alors on teste toujours les molécules seules ou les molécules en présence d'hormones. Donc là, vous voyez, on augmente la fluorescence dans la tête, ça c'est normal, c'est notre contrôle positif. Et on augmente donc la fluorescence quand on mettait ce chlorpyrifos. Donc ça, on pouvait juste conclure, on a finalement un produit qui est perturbateur. Et on a regardé le mouvement. Alors là, je vous le fais rapide, mais en gros, nos têtards bougent pendant les périodes de lumière. Et donc, on faisait des stimulus. Et donc, ils bougent pas, ils bougent pas. Quand on a exposé les animaux au chlorpyrifos, en fait, ils bougeaient de façon beaucoup plus importante. C'est-à-dire que vous pouvez voir que des animaux qui étaient dans l'obscurité bougeaient autant que des animaux qui, normalement, étaient dans la lumière. Et puis, vous avez, aux doses un petit peu plus fortes, mais qui restent environnementales, hein. Attention, 10-8 molaires, ça reste quelque chose qu'on peut retrouver dans l'environnement. Eh bien, vous aviez une modification complète, en fait, et plus du tout de réponse au stimulus lumière. On a été voir un peu plus loin si on avait une modification de la structure, comme ce qui était visible chez l'homme. Et là, de la même façon, je vous la fais rapide, mais en gros, on avait beaucoup plus de des neurones de petite taille et quasiment une absence de neurones de grosse taille. Et puis, d'autres équipes ont travaillé aussi sur ce chlorpyrifos, et notamment l'équipe de Vincent Laudet, qui était donc le directeur de l'observatoire de Banyuls et maintenant qui travaille au Japon et à Taïwan. Donc il fait 6 mois et 6 mois, je crois. Et il a regardé donc l'impact de ce chlorpyrifos sur le poisson chirurgien. Donc il a montré que le poisson chirurgien, en fait, donc il sort du lagon, ils vont frayer, en fait. Après, vous avez les petits qui vont nager jusqu'au lagon, ils vont passer la crête du lagon. Là, c'est concomitant avec, donc c'est des nuits sans lune, hein, concomitant avec un pic en hormones thyroïdiennes, et à partir de ce moment-là, ils vont se développer. Donc, ils vont avoir les bandes noires qui vont apparaître sur le côté. Et donc, en fait, à partir du moment où ils recolonisent le lagon, ils vont pouvoir manger, brouter les algues, et donc on a cet écosystème qui fonctionne bien. Le fait d'avoir utilisé du chlorpyrifos, eh bien, ça va à des faibles concentrations, ça se dilue dans l'eau. Donc en fait, les animaux qui étaient déjà dans le lagon sont déjà matures, donc eux, ils peuvent quand même aller frayer et aller dans l'océan.
Les petits ils remontent, mais en fait, ils n'ont pas un pic en hormones thyroïdiennes assez fort. Donc, ce qui fait qu'ils ne se développent pas, ils ne maturent pas, et donc ils ne vont pas brouter les algues. Et en fait, on a une mort des coraux, puisqu'on a une eutrophisation qui se fait à cause de cette absence de broutage, en fait. Et donc, on a bien un impact global, finalement, de ce produit chimique-là. Et puis, des choses qu'il a publiées un peu plus récemment, c'est que en fait, même des animaux qui sont exposés avec cet intrant chimique, en fait, ils vont avoir leur taux de survie qui va être amoindri parce que au niveau neurologique, ça marche pas. Là, vous avez en fait face à un vivano, vous avez ces poissons chirurgiens qui ne peuvent pas s'échapper. Vous avez le taux de survie, voilà. Vous voyez, vous mettez des animaux qui sont stressés avec du chlorpyrifos. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ils ont la même chose quand ils augmentent la température de 2 degrés. Donc là, on a en fait un stress chimique qui est aussi qui a la même conséquence qu'un stress physique d'une augmentation de température. Ce qui est intéressant, c'est de voir que si vous cumulez ces deux-là, un stress physique avec une augmentation de température plus un stress chimique, eh bien en fait, donc là c'est pas sur la diapo, mais ils l'ont fait et ça augmente encore plus en fait le taux de mortalité de ces animaux-là. Donc ils ne peuvent plus bouger, ils ne savent plus réagir. Écoutez, je crois que je vais laisser tomber les 2 autres exemples parce que sinon les perfluorés, je passe vite fait. Vous en avez déjà entendu parler. Juste, on a montré que ça s'accumulait dans la myéline, mais voilà, on en reparlera plus tard, ça c'est pas important. Je vais juste faire un point sur les plastiques pour que vous sachiez que, en gros, quand on parle de plastique, ce sont des polymères, mais il y a beaucoup d'additifs dedans. Donc les additifs, ce sont des plastifiants. On a parlé tout à l'heure du nonylphénol. En fait, il y a aussi le DEHP qui est retrouvé partout. Donc en fait, c'est quelque chose qui est censé être dégradé, métabolisé en moins de 8 heures chez tous les organismes vivants. On en retrouve chez tous les mammifères marins au niveau du pôle Nord. Ça veut dire que c'est métabolisé, hein, donc ça veut dire qu'il y a une présence énorme de ce produit-là. Donc ce DEHP, il fait partie maintenant des molécules SVHC, Substance of Very High Concern, donc très préoccupante en français. Donc là, vous voyez les concentrations qui sont retrouvées, c'est des micromolaires. C'est 1 million de fois plus que ce qu'on évoquait tout à l'heure quand on parlait du nonylphénol. Ok. Voilà, ça j'ai fait. Ça, je vous en parle pas. Si, voilà. Ce que vous pouvez trouver online, ce genre de schéma de Plastic Europe, qui vous montre que vous avez des super plastiques parce que vous en avez qui sont bio-based, donc à partir de ressources biologiques, et puis vous avez du biodégradable. Donc là, si vous regardez, vous avez des super bioplastiques qui sont le PLA, donc tout ce qu'on va trouver dans les plastiques pour les imprimantes 3D, par exemple, quand on remplace les vis aussi. Au niveau chirurgical, on va vous parler de PLA. C'est de l'acide polylactique, ça vient du maïs, c'est super. Enfin, un plastique qui vient du maïs ou du pétrole, en fait, c'est un plastique. Okay. Après, il faut regarder si vraiment il est dégradable ou pas, et s'il est dégradable dans des conditions qui sont celles naturelles. Hein. C'est pas 70 degrés avec 2 atmosphères et des choses qui peuvent être faites qu'au niveau industriel. Donc là, voilà, si vous écoutez Plastic Europe, on a des super plastiques qui sont à la fois basés sur de la ressource durable et en plus qui est dégradable. En fait, vous mettez le PLA, alors il a, ouais, c'est le milieu ici. Vous mettez du PLA dans de l'eau salée ou dans de l'eau fraîche, de l'eau douce, et vous regardez pendant 1 an s'il y a une dégradation. En fait, il n'y a absolument aucune dégradation du PLA dans des conditions naturelles, que ce soit dans de l'eau salée ou de l'eau douce. Et c'est valable pour le PET, hein, les bouteilles en plastique, ici, ça on le savait, on connaît déjà. Et puis vous avez certains autres plastiques qui sont, donc celui-ci qui est un petit peu mieux, le PLGA, vous voyez que celui-là il se dégrade. Mais il se dégrade en quoi? Il se dégrade en microplastique et aussi il libère aussi les plastifiants. Okay, je voulais juste vous donner les contacts alimentaires. On a des matériaux en contact avec les aliments. Et donc ça, c'est une ressource qui a été faite par le Food Packaging Forum à Lausanne, en Suisse, où ils ont listé les molécules qui étaient autorisées dans les contacts alimentaires. Vous avez plus de 14 000 molécules, enfin plus de 12 000 molécules qui sont autorisées. Puis vous avez une autre base de données ici
qui est le nombre de molécules qui sont retrouvées dans les aliments. Et là, vous en avez 2800, pardon, mais vous en avez que 1000 finalement qui sont autorisées. C'est-à-dire qu'il y a 1800 molécules qui viennent d'autres choses, ou alors qui ont été utilisées, qui sont ce qu'on appelle les NIAS, les Non-Intentionally Added Substances, donc les substances non intentionnellement ajoutées, ou qui ont été créées pendant le process, ou qui viennent de l'aliment lui-même. Mais dans cette base de données, ils ont montré qu'il y avait aussi des simulants qui étaient contrôlés avant, et donc on retrouve des molécules. Et la plupart du temps, ces molécules, elles viennent du plastique. Quand c'est un contenant en plastique, vous avez plus de risques d'avoir des molécules. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Sur les projets qui sont en cours dans mon équipe sur l'évaluation des plastiques, donc on a l'Europe à la rame, où on a collecté pendant, je dis on, c'est pas moi, hein, c'est Christophe Gruot qui a fait Varsovie-Paris à la rame en 2023. Il a collecté pour différents scientifiques du muséum des échantillons. Moi, il m'a ramené de l'eau. On est en train de faire doser les microplastiques dedans. On a aussi la thèse de Valentin Detling qui essaye de mettre au point une méthode de quantification des microplastiques pour utiliser les collections du muséum. Donc là, il utilise les holothuries pour dater l'apparition du plastique dans les collections, enfin à partir des collections. On a une ANR qui regarde les contenants alimentaires et puis d'autres contenants qui sont aussi là. Voilà, merci.